Bonjour tout le monde, c'est Abdo d'Argana Trading. Dans cette deuxième vidéo, comme on a dit avant, on va essayer de parler de la structure du business, du trading et du portfolio management. Et on a déjà dit sur l'autre vidéo que c'est très important et primordial de comprendre la structure, le business, comment ça fonctionne. Avant de se lancer dans cette activité. Et même si on a déjà passé plusieurs années dessus, c'est très important d'y revenir et de revérifier les choses. Alors, on va essayer de voir plusieurs éléments. On va commencer avec les changements constatés au niveau de ces structures dans ces 20-15 dernières années. Surtout pendant les 10 dernières années après la crise des subprimes. On va voir aussi relié à ça les vraies raisons d'échec de la majorité des traders particuliers. D'ailleurs, j'ai déjà écrit un article sur le site séparé dédié qu'à cela. On va aussi voir le rôle des brokers dans cette structure. On va voir bien sûr les brokers pour les traders particuliers. Voilà. On va voir en dernier lieu l'approche qui est prise par les professionnels, comme ça pour qu'on puisse apprendre et voir quelle est la différence entre celle qu'on prend nous comme trader particulier. Alors, dans cette première partie, on va voir ici les changements qu'on a connus, surtout durant les 10 dernières années, au niveau de cette structure. On va commencer la première chose avec les participants. Bien sûr, on connaît tous que le nombre des participants a augmenté d'une façon importante avec la réduction des barrières d'entrée pour les traders particuliers. Donc on a de plus en plus de traders particuliers qui sont actifs au niveau des marchés, marchés de capitaux. Mais comme vous pouvez le voir, hein, c'est maintenant vous pouvez ouvrir un compte de trading en quelques secondes et quelques informations données rapidement. Avant 25 ans avant, il fallait beaucoup plus de papier, beaucoup plus de temps pour avoir accès à ouvrir un compte de trading. Les produits aussi, on a une multitude de produits, on a surtout au niveau des CFD, là on va y revenir côté régulation, parce que c'est très important. Donc on a un nombre très important de participants, même au niveau du fonctionnement du marché, côté clearing, côté on a plus de fonds, on a plus d'infrastructures qui permettent de gérer la liquidité. Et là, donc, un nombre important de participants existe qui opèrent au niveau de ce marché. Donc, c'est ce que je viens de mentionner tout de suite, la technologie. Donc, les technologies ont été développées durant ces dernières années et ça a faciliter bien sûr d'un côté le matching des ordres, la gestion des liquidités, etc., des volumes, des volumes au niveau des exchanges. Mais de l'autre côté, ça a impacté aussi le trading à court terme. Et ça, c'est relié à la volatilité, on va le voir aussi. Donc on a dit que le nombre de produits présentés pour les participants a augmenté. Donc on peut trader vraiment beaucoup de types d'actifs. Et au niveau CFD aussi. Avec cela, on a eu un nombre très important qui a augmenté de traders particuliers qui échouent, qui perdent leurs capitaux. Plusieurs statistiques ont été effectuées de la part de brokers et de la part de régulateurs. Et ces résultats sont un petit peu dans la même chose. Donc entre 85 et 90% des traders particuliers perdent la totalité de leur dépôt. Ce qui a poussé plusieurs régulateurs dans plusieurs régions au niveau du monde à arrêter les CFD.
C'était le cas aux États-Unis en 2010, au Singapour, récemment en Belgique, et c'est pas encore le cas en France et en Grande-Bretagne, mais en France, il y a de la régulation qui qui se sert de plus en plus pour réguler cette activité, réguler le trading des CFD. Et toujours au niveau de la régulation, après la crise du subprimes, la Fed et d'autres banques centrales ont commencé leur QE, Quantitative Easing, et avec lequel, bien sûr, on a eu des achats massifs de bancs, ce qui a réduit énormément les taux au niveau de ces bancs. Ce qui a réduit le retour sur investissement, ou bien le yield, ce qui a donné après un changement de direction au niveau des capitaux vers d'autres classes d'actifs, comme les actions, en cherchant ces retours sur investissement, le yield, ce qui a réduit encore plus le yield. Donc, ça fait quoi? Ça a réduit d'une façon très très importante la volatilité. En ajoutant à cela ce qu'on vient de voir côté participants, on a eu plus de participants, ce qui veut dire plus de liquidité. Si on a une liquidité qui augmente d'une façon importante, ça veut dire dans la grande majorité des cas une baisse au niveau de la volatilité. Alors ça veut dire quoi? Ça signifie quoi pour nous comme traders? Alors, vous savez très bien que la volatilité, c'est l'oxygène du trader. Donc, c'est ce qui dit qu'il n'y a pas de volatilité, donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'opportunité. Et les deux sont deux faces de la même monnaie. Donc, avec cette baisse énorme au niveau de la volatilité, nos opportunités court terme baissaient de plus en plus. Sur l'année passée, le troisième, bien quatrième trimestre, on a eu le plus bas historique au niveau du VIX. On a eu des bas importants aussi au niveau des autres indicateurs de volatilité. Donc ça, c'est très important de le comprendre, que le trading à court terme, après la crise de subprimes, après 2008-2009, voilà, et jusqu'à aujourd'hui, a baissé d'une façon très importante. Ce n'est que récemment, et ça on va voir sur une autre vidéo, comment mesurer la volatilité, comment faire le bon monitoring de volatilité. Ce n'est que récemment, avec cette chute importante au niveau de tous les marchés, que le VIX a augmenté d'une façon très très importante pour nous donner des opportunités pour trader court terme. À part ça, dans la très grande majorité des cas, le marché est calme, il n'y a pas de volatilité. Dans ce deuxième élément, on va voir les raisons d'échec de la grande majorité des traders particuliers. C'est un intervenant qu'on va voir maintenant, on va pas tous les voir. Là je parle des exchanges, des banques d'investissement, etc. On va se concentrer que sur les traders particuliers et sur les brokers. Alors on va voir ici la majorité. Comme on l'a dit tout à l'heure, la majorité des traders particuliers perdent constamment au niveau sur les marchés. Et ça pour plusieurs raisons. Je vais en citer ici quelques-unes. La première, c'est que, et là on va toujours le trouver sur beaucoup de forums, beaucoup de vidéos, c'est l'effet de levier. Mais ce que je vois, c'est qu'on traite pas le sujet encore plus en détail. Pourquoi? Parce que, d'accord, vous avez un trader particulier qui prend un effet de levier de 50, de 100, parfois plus. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est pour avoir une exposition plus importante, parce qu'il entre déjà avec un petit capital. Et la deuxième, pour moi la plus importante, c'est de chercher la volatilité de laquelle on vient de parler. Donc, il essaie de trouver trouver une volatilité qui n'existe pas au niveau de l'actif réellement. Ça, c'est
utiliser le leverage, l'effet levier, ça c'est pas vraiment, c'est pas un problème en soi. Le problème c'est que à quel moment, à quel niveau la volatilité devient dangereuse. Surtout qu'on a dans les marchés financiers, vous savez très bien que le mixte entre un actif qui ne bouge pas, qui n'est pas volatile, avec l'effet levier, un effet levier important, ce mixte va vous donner toujours un risque très important. Et là, je vais vous donner un exemple, comme ça, pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Parce que je vois ça pratiquement partout sur Internet, avec beaucoup de traders, qui n'arrivent pas à comprendre la volatilité, comprendre le risque, les opportunités, la volatilité de leur compte, surtout ceux qui tradent court terme, day trading ou bien scalping. Ils croient que mon risque, c'est seulement quand je calcule le risk reward. Non, c'est pas ça. C'est pas seulement ça, non du tout. Je vous donne un exemple. Supposons que j'ai un compte de 1000 $. Et là, je me permets de perdre 2,5% sur chaque trade. Et là, je me dis, ok, je perds 25 $ sur chaque trade, c'est le maximum. Et de l'autre côté, je vais chercher 50 $. 2 sur 1, reward risk. Donc ça, c'est parfait, c'est bien. Mais c'est pas ça le problème, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est, avec ce 2,5% de risque que vous voulez prendre, de l'autre côté, au niveau de la volatilité de l'actif que vous allez trader, est-ce que 2,5% au niveau de cet actif, est-ce que vous pouvez le perdre facilement ou non? C'est-à-dire, en termes de points, combien de points, de pips, de pourcentage, ce que vous voulez, en combien de points vous pouvez perdre ces 25%. Est-ce que c'est à 100 points, à 200 points, ou bien seulement à 50 points? Parce que si vous faites du scalping, d'accord, et là vous allez perdre 1% de votre capital ou bien 2,5, c'est notre exemple, bah, vous pouvez le perdre tout le temps. Donc si vous perdez 2,5 en quelques secondes, et vous dites non, moi je cherche 5%, ou bien vous risquez 1% pour gagner 2%, c'est pas ça l'important. L'important c'est que au niveau de cet actif, vous pouvez perdre tout le temps 1%. Pourquoi? Parce que relié, c'est 1% est relié à un certain nombre de points au niveau de l'actif, au niveau de la volatilité de l'actif que vous tradez, qu'on peut atteindre facilement. Donc notre stop loss peut être touché facilement. On ne laisse pas l'actif respirer d'une autre façon. On ne laisse pas notre opportunité, on ne laisse pas le setup to play out, comme on dit en anglais, on ne laisse pas le setup de prendre son temps pour marcher. Raison pour laquelle le scalping, le day trading, le faire systématiquement, c'est la mauvaise chose à faire. Sans savoir la volatilité, sans faire l'étude de volatilité et le monitoring de cette dernière. J'espère que c'est bien compris. Parce que si vous tradez l'actif tout le temps de cette façon, vous serez à 100% dans le club des 90% des traders perdants. La deuxième raison d'échec des traders particuliers, c'est un ensemble d'idées qu'ils ont au niveau du trading. Des idées qui sont carrément fausses, qu'ils reçoivent dès les premières années, dès les premiers mois, premières semaines de leur interaction avec cette bulle de trading, cette sphère de trading au niveau des particuliers, au niveau des forums, au niveau de vidéos sur YouTube, au niveau des vidéos de brokers, etc. Des webinaires. Parmi ces aspects, vous allez trouver faire le trading pour générer un revenu. Du tout. C'est l'un des problèmes qui nous donne ces pertes au niveau des traders particuliers.
il n'y a aucun trader professionnel qui n'a pas de salaire fixe. Sur l'autre vidéo, je vous ai parlé que trader particulier professionnel a obligatoirement une certification. Là, je vous donne le deuxième point. Chaque trader professionnel a un salaire fixe, que ce soit au niveau des top meilleurs traders ou bien le contraire, ceux qui sont en bas de la liste. Tous les traders professionnels ont un salaire fixe. Pourquoi à votre avis? Parce que le trading n'est pas une source de revenus. Je vais donner l'exemple suivant. Au niveau de foot, si vous prenez un exemple pour les... D'accord, je vais dire 500 joueurs de football. Vous allez dire les 500 meilleurs joueurs de football en Europe. Dès le mois prochain, vous allez arrêter carrément les salaires fixes. Donc, si vous avez une bonne prestation, vous gagnez de l'argent. Sinon, vous n'allez pas gagner. Donc, vous n'allez rien gagner. Donc, vous allez jouer pour rien. Donc si vous marquez, vous gagnez. Si vous marquez pas, vous n'allez rien gagner. La même chose pour la défense, la même chose pour le gardien. Donc si vous avez une bonne note, vous allez gagner de l'argent. Sinon, vous n'allez rien gagner. Soyez sûr et certain, le mois d'après, la psychologie, le mental sera carrément tué. Ils vont plus se concentrer, ils seront stressés. C'est la même chose côté trader particulier. La raison pour laquelle même les meilleurs joueurs au monde, les Messi, les Cristiano Ronaldo, etc., ont des salaires fixes. Donc, oubliez carrément cette idée de trader pour avoir un revenu. Donc ça, c'est le deuxième point. Pour le troisième point, et ça c'est très important aussi, c'est l'utilisation de l'analyse technique. Alors celle-là, c'est toute une autre histoire. Ce que vous trouvez tout le temps sur les forums, sur les vidéos sur YouTube, etc., c'est que l'analyse technique, il y a des traders professionnels qui utilisent l'analyse technique. C'est-à-dire, c'est comme il y a des traders qui utilisent l'analyse fondamentale et d'autres qui utilisent l'analyse technique. Bah non, c'est pas ça. C'est pas le cas. Tous les traders professionnels utilisent l'analyse fondamentale. Même ceux qui sont quant, sur le quant, il y a le value quant. Donc, leur interprétation d'analyse fondamentale est différente. C'est à partir de formules mathématiques, etc. Il y en a d'autres, bien sûr, qui n'utilisent pas l'analyse fondamentale. Ils utilisent plus des mécanismes côté volatilité, liquidité, la gestion des order flow, comme on dit, au niveau des high frequency trading. Donc, mais ça, bien sûr, c'est surtout pas d'analyse technique. C'est surtout pas de l'RSI, voilà. C'est côté algorithmique, de VWAP, de TWAP, etc. Je reviens à ce que je suis en train de dire. La très grande majorité des traders des professionnels utilisent l'analyse fondamentale. Il y a une raison fondamentale derrière la prise de décision. Il y a des recherches, il y a de l'analyse qui est faite avant de prendre l'action, de décider d'acheter ou de vendre. Ça se fait pas à partir d'un double top, double bottom, ou bien head and shoulders, ou bien Ichimoku, blablabla. Tout ça, c'est pas le cas. C'est pas utilisé pour prendre la décision. C'est utilisé dans le cadre d'un processus que j'ai ici au niveau des cours. Processus sur lequel il y a plusieurs éléments, parmi lesquels existe l'analyse technique. Au niveau ce qu'on peut l'appeler au niveau de quelques fonds, ce que j'appelle moi aussi l'analyse tactique. Au niveau de l'analyse tactique, on trouve l'analyse technique, price action, et l'analyse technique des indicateurs techniques. Et ça, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y a aussi le sentiment du marché au niveau du positioning. Par exemple, si vous pouvez l'utiliser au niveau des futures sur le CFTC, Commitment of Traders. Vous pouvez utiliser aussi des rapports de banque centrale, plusieurs autres choses, indicateurs de sentiment, le marché des options, le put-call spread, etc. Donc, c'est pas que l'analyse technique, ce qu'on voit partout sur Internet.
c'est l'un des, comme on l'a dit, des aspects au niveau de cette sphère, de cette bulle des traders particuliers. Bien sûr, vous allez trouver des participants qui ont un conflit d'intérêt, comme les brokers, qui vont vous montrer que ça tout le temps, et les éducateurs, qui cherchent quoi? Qui cherchent tout simplement de vendre un produit. Donc ils vont dire que le trading c'est facile, ce n'est que la psychologie, d'accord? Ils vont dire toujours le trading c'est la psychologie et vous devez avoir une analyse technique qui est faite correctement, soit avec l'indicateur, je sais pas, Ichimoku ou bien RSI, ou bien avec voilà, des figures chartistes ou bien ce que vous voulez. Donc l'analyse technique ce n'est qu'une partie d'un processus. Et ce que je vais vous le dire c'est plus facile donc pour ces faux traders professionnels, ces éducateurs. Bien sûr, c'est plus facile pour eux de vous vendre un produit avec l'analyse technique que de le faire avec l'analyse fondamentale, prendre plus de temps pour faire les recherches, pour faire les analyses, comprendre le pourquoi des choses et essayer d'anticiper au maximum ce qui va arriver après. Bien sûr, de l'autre côté, on va vous parler toujours de l'analyse technique, c'est toujours court terme, vous suivez cette ligne, si le MACD, je sais pas, de 15 minutes croise vers le haut et le RSI fait cela, et je sais pas sur quel indicateur, ADX ou bien sur Bollinger Bands, il y a quelque chose qui arrive, ben vous achetez, sinon vous vendez les croisements moyennes mobiles. Et là je vois des vidéos pour des personnes qui se croient pour des traders professionnels, mais arrêtez. Et vous allez voir des personnes qui vous disent, qui se prend pour un trader professionnel, et quand on lui pose une question par rapport à un élément fondamental, elle vous dit ben non, pour moi je suis pas l'analyste fondamental, ça me dit rien. C'est hallucinant, ça n'existe pas. Il n'y a aucun trader professionnel qui comprend pas les raisons fondamentales pour lesquelles il prend les trades. Bien sûr, on va voir sur d'autres vidéos la différence entre une réaction à des news court terme, voilà, à un chiffre économique ou bien au niveau de la société, la réaction court terme à une donnée fondamentale avec l'analyse fondamentale, le research, voilà, trading based research comme on dit, c'est-à-dire des recherches avec un but pour prendre des positions. Ce sont pas, ça c'est ce que vous allez voir. C'est pratiquement tous les brokers. On va vous parler chaque jour, ça je vais voir tout de suite sur la partie des brokers. On va vous parler chaque jour sur quelque chose qui arrive au niveau du marché. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On cherche des traders. On cherche des personnes qui vont dire ah, aujourd'hui il y a l'indicateur XY. Voilà, donc vous allez trouver une marionnette des brokers, d'un analyste qui va vous parler de ce qui va se passer, etc. Et des graphiques et vont vous dire qu'il faut se préparer pour prendre une position. Je pense qu'il y a le niveau X, Y et Z, voilà. Tout ça pour inciter les gens à prendre des positions, à utiliser l'analyse technique, 90% analyse technique, 10% analyse fondamentale, s'ils utilisent l'analyse fondamentale, pour prendre le maximum des décisions le plus rapidement possible, prendre le maximum de trades le plus rapidement possible.